Salut à tous, ça y est, on est en ligne. Donc attendez, ouais, il fait froid aujourd'hui. Je vérifie que tout est lancé avant de parler. Enfin, même si je parle en même temps. Tac. Je vais sur la petite chaîne. Tac. No data display, tout va bien. Ça y est, non, c'est lancé, c'est lancé. Donc aujourd'hui on commence plus tôt. Hier j'avais commencé à 22h, je crois que j'ai fini à 23h. Donc là aujourd'hui on est plus tôt. On est le 19 janvier 2021. J'ai l'impression de dire que j'ai l'impression de parler dans le futur quand je dis 2021. Il est 8h. Donc là on va faire une petite vidéo. Enfin une petite, non, on va faire une grosse vidéo au contraire. Les GeoNetwork, les premiers pas, la base. Donc ça va être une vidéo recommentaire. Attendez, je vérifie qu'on est en ligne. Ouais, on doit être en ligne. On doit être en ligne. Donc une vidéo recommentaire, des tutos. Alors, les tutos 180, 181, 199, 201, 203, 252, 251, 202, 204, 206, 207, 208, 209. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais reprendre les mêmes tutos parce que ça n'a pas changé depuis la dernière fois, depuis que je les ai faits. GeoNetwork, en tout cas 3, la version que je vais vous présenter, même s'il y a 4 au niveau d'interface, c'est pareil. Entre la GeoNetwork 2 et 3, l'interface a changé du tout au tout. Hein, puisque GeoNetwork 3, c'est du bootstrap derrière, en termes d'outils responsifs, on va dire. C'est du bootstrap derrière, c'est responsive, alors que GeoNetwork 2 n'était pas du tout responsive, c'était pas très beau, c'était pas ergonomique. Je vous conseille d'aller voir pour ceux qui ne connaissent pas. Salut à vous! Salut à tous, merci à tous ceux qui sont là. Alors que GeoNetwork 3, c'est responsive, c'est ergonomique, c'est mobile friendly. Et aujourd'hui, donc, on va recommander les 13 vidéos que j'ai fait sur GeoNetwork qui sont disponibles sur la chaîne et que vous pouvez aller voir. Et que vous pouvez aller voir là, sur la playlist GeoNetwork. Donc, il y a 13 vidéos sur GeoNetwork qui ont été faites. Et aujourd'hui, je vais récupérer les 14 vidéos, je vais les recommander une par une. Parce que, comme je vous ai dit, ça n'a pas changé, les fonctionnalités n'ont pas changé, les boutons n'ont pas changé, les manipulations n'ont pas changé. Donc ça, c'est pour ça que je récupère ça. C'est pour ça que je vais recommander. Et aujourd'hui, cette semaine, on se lance dans des recommandaires de vidéos, sachant que mon objectif, c'est d'ici la fin de la semaine de reprendre tous les logiciels et de recommander tous les tutos que j'ai fait. Donc, l'objectif, c'est d'ici la fin de la semaine de recommander 93 tutos qui sont sur la chaîne. Donc, ça va faire... il y a 360 actuellement, 360 vidéos sur la chaîne, 65 commentés, et l'objectif c'est à la fin de la semaine donc 65 commentés sur les 300 existants que j'ai fait. L'objectif c'est d'en recommander une centaine, un tiers. Comme ça, ça va faire, comme ça on va recommander les vidéos une par une tranquillement. Sachant que sur beaucoup de tutos que j'ai fait, les manipulations n'ont pas changé, donc elles sont toujours d'actualité, et c'est le cas aujourd'hui pour GeoNetwork puisque les vidéos sont toujours d'actualité. Donc voilà, donc là aujourd'hui c'est recommentaire des vidéos de GeoNetwork. Alors qu'est-ce que GeoNetwork? C'est un portail de données open data, c'est un portail de données, voilà, plus particulièrement de données orientées données géospatiales. C'est un portail de données, ça peut faire office de portail open data, ça peut faire office pour le public, ça peut faire office de portail de données en interne au sein de votre entreprise. Donc salut Joseph, salut. Bon, aujourd'hui c'est GeoNetwork, j'ai décidé de recommander les vidéos que j'ai fait sur GeoNetwork. Je sais que j'avais dit IA et à chaque fois je la décale, mais promis elle y sera. Mais là je pense que cette semaine je vais recommander une grande partie des tutos qu'il y avait sur la chaîne. L'objectif c'est d'en recommander une centaine de tutos existants. Et donc aujourd'hui, je sais pas si vous entendez bien, et donc voilà, donc qu'est-ce que GeoNetwork? C'est un portail de données qui peut faire office de portail de données open data ou de portail de données interne à votre entreprise. Et sachant que la spécialité, merci pour le like, la spécificité de GeoNetwork, c'est un portail de données orienté données géospatiales. Donc il y a beaucoup de paramètres dédiés aux données géospatiales. Les métadonnées que vous pouvez entrer sont au format Inspire par défaut. Vous pouvez visualiser des données cartographiques, etc. Même si, au travers de GeoNetwork, vous pouvez créer un portail de données qui n'est pas orienté données géospatiales, mais données tout court, quoi. Données attributaires, documents PDF et tout. Donc vraiment, GeoNetwork est un portail de données complet, qui est mis à jour, c'est un projet open source et gratuit, qui est mis à jour très régulièrement, qui est très résilient, qui vous permet donc c'est un portail de données qui vous permet de rentrer, c'est un catalogue de données
qui vous permet de rédiger des métadonnées. Donc les fiches métadonnées, c'est quoi? Ce sont des descriptions de données. Typiquement, voilà, à l'instar de DataGouv, je vous conseille d'aller voir DataGouv, avec le titre d'une donnée, le propriétaire, le producteur de la donnée, la date de mise à jour, la date de réalisation de la donnée, la généalogie, la description des données attributaires, etc., etc. Donc voilà ce que c'est qu'une fiche métadonnée. Une fiche métadonnée, c'est la description des données. Donc vous pouvez dire les conditions d'utilisation, les licences, voilà, vous avez vraiment pas mal de choses. Une fiche métadonnée, c'est une description de données, donc ça peut être très très dense, comme ça peut être très très simple. Sachant que vous pouvez aussi mettre des données en téléchargement, des données en visualisation au travers de ce géocatalogue. Et vraiment, comme je vous dis, à spécifier, c'est que c'est vraiment orienté données SIG. Donc c'est un projet open source bien très développé. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo de présentation de GeoNetwork. C'est un projet qui est mis à jour régulièrement avec beaucoup de contributeurs, et surtout c'est un outil qui est utilisé par beaucoup d'États, beaucoup de grosses structures, beaucoup de grosses administrations. Donc c'est pas un projet qui est utilisé par personne. Beaucoup d'États et merci pour les likes, d'États et de grosses administrations que participent au projet et l'utilisent en production. Donc voilà, c'est pas n'importe quoi. Un autre avantage de GeoNetwork, c'est que tout est modifiable, l'interface des fiches, les champs des fiches, l'interface de l'outil, les couleurs, etc. C'est assez simplement modifiable. Donc par défaut, moi je l'installe sur un Tomcat et un sur un Tomcat. Moi je l'installe sur un Debian et un Tomcat. Donc par défaut c'est le port 8080, mais avec un petit reverse proxy vous pouvez faire sauter le port 8080. C'est un peu comme GeoServer hier, et voilà, c'est pareil pour GeoNetwork, ça tourne sur le port 8080. Enfin par défaut. Après il y a plein d'installs. Ça marche, donc ça permet de lire les web services cartographiques. Donc vous pouvez afficher les données cartographiques directement sur GeoNetwork. Ça peut faire aussi office d'outils de visualisation cartographique, d'outils web mapping. Ça peut faire office d'outils de téléchargement de données, et ça peut faire office d'outils de recherche de données. Voilà, vous avez votre GeoNetwork, vous avez 200 couches en base de données, et vous décrivez les 200 couches d'un GeoNetwork, comme ça quand une personne cherche une donnée, elle a très rapidement accès aux données. Donc voilà, ça c'est pour la présentation rapide de GeoNetwork. Donc on avance. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est recommentaire de 14 vidéos existantes sur GeoNetwork. On va toutes les recommander, donc voilà, ça va être bon, je pense qu'en 1 heure c'est réglé, hein, même un peu à moins, parce que les vidéos que j'avais fait sont courtes. Attends, je vois qu'il y a des fautes de frappe. Donc voilà, donc qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Alors GeoNetwork, rapidement, d'un point de vue technique, ça se décompose en deux parties. Le front office qui vous permet de visualiser les données, de visualiser les fiches métadonnées et éventuellement de télécharger les données. Et le back-office qui vous permet de paramétrer le géocatalogue. Donc ce back-office dispose d'énormément de fonctionnalités, des fonctionnalités de mise en forme du GeoNetwork, des fonctionnalités qui vous permettent de dire si vous voulez accepter la fonction cartographie interactive ou si vous voulez la désactiver, si vous autorisez les partages sur les réseaux sociaux ou non, si vous autorisez la notation des fiches métadonnées ou non, si vous autorisez, je sais plus moi, vous pouvez modifier le nom du catalogue, le logo du catalogue, voilà, donc vous pouvez paramétrer et customiser tout l'outil au travers du back-office. Donc le back-office est très bien fait. Vous avez toutes les statistiques de consultation du géocatalogue qui vous permettent de voir quelles sont les données les plus consultées, les plus vues, les plus téléchargées. À l'instar de GeoServer, vous pouvez définir des utilisateurs, créer des utilisateurs au sein du géocatalogue. Soit vous mettez vos données publiques et n'importe qui accède à l'outil peut visualiser les données. Soit vous pouvez affiner les droits en créant des utilisateurs qui pourront, certains avoir accès à des fiches métadonnées que d'autres n'ont pas accès, et puis certains avoir accès à des fonctionnalités que d'autres n'ont pas accès, comme télécharger des données, visualiser des données. Voilà, les droits sont peuvent être très fins. Donc ça c'est l'avantage, tout ça paramétrable au travers du back-office. Bien évidemment, vous pouvez connecter un annuaire d'entreprise à votre géocatalogue.
Vous pouvez aussi, étant donné que c'est un outil collaboratif, GeoNetwork, c'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent participer à la rédaction de fiches métadonnées, vous pouvez définir un workflow de validation de fiches métadonnées. Exemple, je suis un service producteur, j'ai une donnée que je veux mettre, que je veux partager sur le géocatalogue, je rédige la fiche métadonnée, et puis après, donc je suis l'ingénieur en charge de la donnée, je rédige la fiche métadonnée. Au-dessus, mon responsable valide la fiche métadonnée, et au-dessus, l'administrateur du catalogue publie la fiche métadonnée s'il le souhaite. Donc, il peut y avoir un workflow de validation et de rédaction de fiches métadonnées qui est assez poussé et très très bien fait au sein du catalogue. N'hésitez pas sur le chat si vous avez des questions. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à m'arrêter, sinon on continue tranquillement. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de voir les manipulations de base, prendre en main le géocatalogue et puis l'administrer de façon assez simple et rapide. Ah merde, attendez. Créer un utilisateur, importer. Ouais, non, pardon, j'ai n'importe quoi. Il y a des petits trucs. Voilà, ça dégage. Tac, ajouter un aperçu, voilà. Parfait. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment, je tiens donc à bien appuyer sur le fait que c'est un catalogue un portail de données orienté données SIG, et ce portail de données sert à la rédaction de fiches métadonnées. C'est vraiment le terme clé, métadonnées. Métadonnées, comme je dis, c'est une fiche qui décrit des données, voilà, données, titres, dates, etc., etc. Et en Europe, pour les données géographiques, il y a un format de fiche métadonnées qui s'appelle la norme Inspire. Donc, j'ai jamais fait de vidéo dessus, mais je ferai une vidéo dessus qui définit les informations essentielles à faire apparaître dans une fiche métadonnée. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et que je vous présenterai tout à l'heure. Donc vous avez le volet front office avec l'outil et les fonctionnalités associées. Vous avez le volet back office d'administration de l'outil. Et vous avez le volet métadonnées, ce sont les fiches en tant que telles au sein de l'outil que vous allez rédiger ou pas si vous souhaitez. Voilà. Donc voilà 14 vidéos qu'on va recommander. Créer un utilisateur, importer des fiches métadonnées, parce qu'avant de pouvoir en publier, il faut apporter des modèles de fiches métadonnées. C'est donc il y a des modèles de fiches, c'est-à-dire voilà, il y en a qui mettent plus en exergue le titre, les contacts, etc. Et les personnes s'amusent à créer leurs propres modèles de fiches métadonnées. Donc ça c'est bien parce que vous pouvez en télécharger. Publier une fiche métadonnée. Je vais virer la grosse faute. Voilà. Importer des modèles de fiches métadonnées. Voilà. Publier une fiche métadonnée. Voilà. Donc après, une fois que vous avez importé les fiches métadonnées dans GeoNetwork, vous pouvez, une fois que vous avez importé les fiches métadonnées, vous pouvez publier une fiche métadonnée, et rédiger et la publier. Vous pouvez définir la visibilité de la fiche métadonnée. Est-ce que c'est tout le monde qui verra la fiche? Est-ce que c'est certaines personnes qui ont des droits particuliers? Voilà, ça c'est vraiment le volet gestion de droits, comme GeoServer est très très poussé dans le GeoNetwork. Donc ça c'est l'avantage. Ça c'est l'avantage. Et ensuite, on va voir comment, donc, au sein de la fiche métadonnée, vous pouvez paramétrer des éléments, comment définir une emprise spatiale, comment ajouter un téléchargement, comment activer la validation au téléchargement. La personne peut valider des données, mais avant, elle doit accepter les conditions d'utilisation. Donc ça, c'est une fonctionnalité pas mal du tout. Vous pouvez définir, est-ce que les personnes peuvent s'inscrire directement en ligne sur le géocatalogue? Salut à tous. Ou c'est un portail public sans possibilité à l'utilisateur, sans laisser la possibilité à l'utilisateur de s'inscrire en ligne. On peut ajouter un aperçu à la donnée. On peut je vais vous montrer comment exporter des fiches métadonnées. Attendez, je vais un peu corriger les fautes que je vois à la volée. Des fiches métadonnées. Voilà. Alors comment exporter? Parce que ce qui est bien, c'est que les fiches métadonnées sont disponibles en mode web, mais une personne peut la télécharger au format PDF s'il souhaite l'avoir avec lui. Alors comment changer la langue du géocatalogue? Parce qu'un des gros points forts du GeoNetwork, c'est qu'il est disponible, il y a des masques de traduction qui sont disponibles dans énormément de langues, ce qui fait que vous pouvez, si vous souhaitez, diffuser vos données sous plusieurs langues pour augmenter l'impact et la visibilité de votre catalogue. On va voir comment définir le nom du propriétaire, comment changer le nom du catalogue par défaut et changer le logo. Voilà, ça ce sont les manipulations de base, les prises en main qu'on va voir aujourd'hui. Toutes ces manipulations font déjà office de tuto sur la chaîne, mais aujourd'hui on va les recommander un par un tranquillement pour voir un peu, pour pouvoir expliquer les manipulations sur GeoNetwork.
Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions, si c'est clair, si c'est pas clair, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez, à liker la vidéo si vous souhaitez, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux si vous souhaitez, et bien sûr à soutenir et à sponsoriser la chaîne si vous souhaitez. Il n'y a pas de souci, donc vous pouvez sponsoriser la chaîne au travers de dons. Et vous pouvez même faire des dons au travers du chat si vous voulez. Je sais pas si vous pouvez... Attendez, je vais voir. Je sais pas si vous pouvez... Attendez, je sais pas si vous pouvez faire des dons au travers de la chaîne, du chat. Attendez, je vais voir. Attendez-moi, attendez une minute. Je vais vérifier, je sais même pas moi-même. Et voilà, si c'est bon pour vous, on va commencer à visualiser tous les tutos un par un en les commentant. Sachant que voilà, l'objectif c'est de que vous ayez déjà une première visualisation du géocatalogue. Pour moi, de recommander les 13 vidéos que j'ai fait sur le GeoNetwork d'un coup. Et puis après, voilà, donc on aura déjà, vous aurez déjà une petite idée de comment fonctionne GeoNetwork, en tout cas les bases, parce que c'est très poussé comme GeoServer. On commence doucement et après on ira plus loin progressivement dans les prochaines avec les prochaines vidéos. Alors attendez, si c'est clair pour vous, j'avance. Bon, après voilà, 14 vidéos, je pense qu'on a pour une demi-heure, 40 minutes. Hein. Donc on va y aller tranquillement, juste une petite minute, je regarde un petit truc. Et après, c'est parti. Et après, voilà, donc je vous ai dit, cette semaine, c'est vidéo recommande de tutos existants. Peut-être demain, c'est Talent, peut-être demain, c'est QJC Grâce. Je verrai comment je m'organise. Mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment de recommander une grande partie des vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Comme ça, comme je vous ai dit, 2020, on continue la chaîne jusqu'en 2022. Et 2022, je verrai si je continue ou si j'arrête. Mais en tout cas, l'objectif c'est que quoi qu'il arrive, j'arrive en 2022, que toutes les vidéos qui sont sur la chaîne soient recommandées, quoi. Comme ça laissera une trace propre. Je serai content de ce que j'ai fait. Donc, tac, je vérifie un dernier truc. Et après, on est parti. Donc c'est le calme avant l'accélération. Tac, tac, tac. Voilà. Donc ça sont les 14. Après, j'en ferai d'autres des vidéos plus tard sur GeoNetwork, plus avancées, prise de main avancée. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est important de recommander déjà à la base les vidéos existantes. Donc c'est pas, il est open source, il est installable assez facilement, même si j'ai eu un problème avec OpenJDK, parce qu'il fonctionne que avec la version d'Open, il fonctionne avec Tomcat 9, mais avec OpenJDK 8. Sauf que si vous installez sur, en tout cas, si vous installez GeoNetwork, si vous installez OpenJDK sur un serveur Linux récent, une Buster ou quoi, par défaut, il va vous mettre OpenJDK 11 et ça marchera pas. Donc voilà, il faut faire attention à ces petites compatibilités avec le JDK que vous allez installer. Mais sinon, vous ne devrez pas y avoir de soucis plus que ça. Il ne devrait pas y avoir de soucis plus que ça. Bon, allez, on accélère. C'est parti. Allez hop, on est parti. Attention, on lance la première vidéo. Voilà, créer un utilisateur. Donc là, on va voir comment créer un utilisateur dans GeoNetwork. Alors pour ça, on a activé le bouton s'identifier. Enfin là on a activé, on le laisse visible. Donc là je m'identifie en tant qu'administrateur du site pour commencer à entrer dans le back-office de l'outil. Vous voyez, dans le back-office vous avez des onglets assez bien, vous allez dans utilisateur et groupe et vous allez dans gérer les utilisateurs. Donc là il y a le compte administrateur par défaut. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un nouvel utilisateur. Je peux changer le mot de passe du compte administrateur si je souhaite. Donc là, on va créer un utilisateur directement dans le GeoNetwork. C'est pas un utilisateur qui provient d'un annuaire d'entreprise ou d'un Active Directory ou quoi. C'est vraiment un utilisateur créé au sein de l'outil. Pour info, GeoNetwork là fonctionne avec une base de données H2, c'est une base de données fichier qui est sur le serveur. Et vous pouvez connecter GeoNetwork à PostgreSQL et PostGIS si vous souhaitez. Et voilà, je crée un nouvel utilisateur, donc je mets son nom d'utilisateur, son mot de passe. Donc c'est l'administrateur qui crée l'utilisateur au sein de GeoNetwork. Il y a le nom, le prénom, etc. On peut dire s'il dispose des droits d'administration. Je mets son nom, son courrier, voilà, son adresse mail.
est-ce qu'il est administrateur, oui, non. On peut définir s'il dispose de droit d'administrateur ou pas. Et vous voyez que là, je vais créer un nouvel utilisateur. Il apparaît. Je me déconnecte. Quand je me réidentifie, je vais entrer son login et mot de passe. Là, vous voyez, les utilisateurs ne peuvent pas créer de login et mot de passe. Il n'y a que l'administrateur là qui peut créer un nouvel utilisateur. Je m'identifie. Et voilà, là je suis connecté en tant qu'administrateur, parce que j'avais donné le droit d'administrateur. Donc voilà comment créer un nouvel utilisateur dans GeoNetwork. C'est l'administrateur uniquement qui peut faire cette manipulation, puisque l'inscription sur le site n'est pas disponible. Donc ça c'est quelque chose qui peut être utile. Voilà, si vous voulez garder la main sur les inscrits et les gens qui vont s'inscrire sur votre portail de données, vous bloquez l'inscription en ligne et vous créez vous-même les utilisateurs au travers de GeoNetwork, donc l'administrateur. Pour info, vous pouvez aussi connecter un annuaire d'entreprise à votre GeoNetwork et là vous importerez automatiquement tous les utilisateurs de votre annuaire d'entreprise à GeoNetwork et là vous n'aurez plus qu'à définir les droits. Donc ça c'est bien. Si vous autorisez l'inscription en ligne, les gens pourront s'inscrire tout seuls sur le site sans que vous ayez à faire quelques manipulations, mais ils iront dans un groupe particulier qui feront qu'ils auront les droits minimum sur l'outil. Après à vous de dire si les nouveaux inscrits, de quels droits disposent les nouveaux inscrits, voilà. Donc ça c'est vraiment à vous de voir, de gérer la stratégie et la politique d'authentification sur le site. Là on a créé un nouvel utilisateur, on a vu comment créer un nouvel utilisateur directement depuis le back office. Maintenant on va voir la deuxième vidéo. Importer des modèles de fiches. Première chose, vous avez installé GeoNetwork. La première chose à faire pour être en mesure de publier des fiches métadonnées, c'est d'importer des modèles de fiches. Parce que par défaut, GeoNetwork n'a pas de modèle de fiches. Là, on vient d'installer GeoNetwork pur. Je me connecte avec mon login mot de passe. Donc, voilà. Merci à tous d'être là. N'hésitez pas à faire part de questions si vous en avez. Vous voyez, localhost 2.80 comme URL, donc voilà. Là, je me suis connecté en tant qu'administrateur. Je vais dans le back-office. Donc c'est GeoNetwork 3 que je vous présente. Je vais dans modèle de fiches, et là, il me dit les modèles qui sont disponibles par défaut. Je les sélectionne tous, donc c'est des modèles de fiches métadonnées, et je les charge dans GeoNetwork. Ça, c'est la première chose que vous devez faire pour être en mesure de publier des fiches métadonnées. Donc ça, ce sont les modèles par défaut, mais il en existe d'autres que vous pouvez télécharger sur Internet, parce que des gens créent leur propre modèle de fiches. Donc je les importe. Voilà, il m'a importé tous les templates de fiches métadonnées qu'il avait par défaut. Et maintenant qu'ils sont importés, je vais pouvoir, vous les voyez, ils sont là, les modèles, les templates. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à rédiger des fiches métadonnées, de nouvelles fiches métadonnées en me basant sur ces templates par défaut. Donc ces templates, quelles particularités ils ont? Il y en a un qui est dédié aux données attributaires, il y en a un qui est dédié aux données géographiques, il y en a un qui est dédié aux données téléchargeables, il y en a un qui est dédié au web service, donc voilà. Il y en a un qui est dédié aux cartes. Donc, vous avez plusieurs templates disponibles en fonction de la nature des données que vous voulez écrire. Voilà. Et là, vous avez les templates disponibles, classés par thématique, service, autres, map et feature catalogue et dataset. Donc vous avez 5 modèles de fiches métadonnées qui sont disponibles par défaut. Mais pour avoir accès à ces modèles par défaut, il faut d'abord charger les templates. C'est vraiment la première étape. Tant que vous n'avez pas chargé les templates, vous ne pouvez pas créer de fiches métadonnées. Donc voilà. Donc là, on a chargé les templates. Maintenant, je peux créer une nouvelle fiche métadonnée en me basant sur ces nouveaux templates qui, ces templates sont classés en 5 classes. Dataset, feature catalogue, maps, services et autres. Donc vous voyez quand même, vous pouvez couvrir un panel assez large de types de fiches métadonnées au travers de GeoNetwork et vous n'êtes pas obligé d'utiliser pour uniquement les données géographiques. Vous pouvez mettre tout type de données, y compris des données non géographiques. Merci pour le like, merci à tous ceux qui sont là, y compris pour des données non géographiques. Et ça c'est le point fort de GeoNetwork. Voilà. Vous pouvez créer votre portail Open Data directement avec GeoNetwork sans souci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est pas clair? Est-ce que je continue? Donc sa première étape, c'est vraiment importer des modèles de fiches métadonnées pour être en mesure de rédiger des fiches métadonnées. Donc là, on vient d'apporter les modèles de fiches métadonnées. N'hésitez pas à lire sur le chat si vous souhaitez. Et on va voir donc la prochaine vidéo, le prochain tuto qui est créer une fiche métadonnée, ce qui est l'essence du géocatalogue. Donc vous allez voir que le back-office pour créer des fiches métadonnées est très puissant. Alors là, les personnes qui peuvent, là, je me connecte en tant qu'administrateur parce qu'il n'y a que l'administrateur qui peut, pour l'instant, là, au travers du géocatalogue que je montre, créer des fiches métadonnées. Je vais donc contribuer.
Donc voilà. Donc je vois ici les fiches métadonnées qui ont déjà été rentrées au centre de l'interface. Et là, je fais créer une nouvelle, ajouter. Là, je mets dataset, feature catalogue, donc j'ai 5 classes. Je vais mettre créer une fiche métadonnée dataset au format ISO 19139. Et voilà, là, il y a tous les champs à remplir pour remplir une fiche métadonnée. Donc il y a énormément de champs. Là, on est dans l'interface simplifiée, mais il y a énormément de champs. Donc je rentre le titre. Vous voyez, avec les étoiles rouges, c'est les champs obligatoires. Donc il y a énormément de champs à remplir, ça peut être très chronophage, c'est pour ça qu'il faut choisir les champs et vous pouvez créer vous-même votre propre modèle de fiche. Donc vous voyez, vous avez beaucoup de champs par défaut qui sont disponibles. Donc vous pouvez mettre les contacts, la localisation, la publication. Là vous allez voir, voilà, l'interface d'édition de fiches métadonnées mais complète. Donc vous avez 6-7 thématiques. Et dans chaque thématique, vous avez pas mal de catégories. Vous avez distribution, qualité, référence spatiale, système, métadonnées. Donc vous avez vraiment beaucoup d'éléments à rentrer dans votre fiche métadonnée, avec pour certains des champs obligatoires. Là, j'écris ma fiche métadonnée le plus vite possible, le plus rapidement possible. Donc je peux définir des privilèges, je la publie pour qu'elle soit disponible sur le catalogue. Et là, quand je vais sur le front-end du catalogue, donc la page d'accueil, et là vous allez voir, voilà. Donc voilà, et vous voyez l'interface par défaut des GeoNetwork avec des ressources et des sujets par défaut. Les sujets sont les sujets, les thématiques Inspire. Voilà. Et là vous avez la première fiche métadonnée qui a été rédigée. La façon la plus simple possible, j'ai rien mis. Donc le titre, des informations techniques, des informations sur la métadonnée, des informations sur la ressource, des liens de téléchargement, il n'y en a aucun. Mais voilà. Et après je peux remodifier la fiche a posteriori si je souhaite. Sinon la fiche, vous devez définir une classe Inspire, aménagement, environnement, urbanisme, foncier, mobilité et autres. Vous définissez le type de la ressource, est-ce que c'est une donnée, est-ce que c'est un service, etc. L'interface est customisable à souhait. Le portail GeoNetwork, GeoNetwork se présente comme un moteur de recherche de fiches métadonnées. Donc la personne peut mettre des mots-clés et tomber sur la fiche métadonnée. À vous d'avoir une stratégie de mots-clés rigoureuse pour que lorsque la personne tape certains mots-clés, elle tombe obligatoirement sur les données que vous souhaitez. Donc ça c'est l'interface par défaut. Voilà, vous avez les dernières publications en bas, les plus populaires. Donc voilà, ça c'est vraiment bien. Vous avez un onglet recherche qui est aussi disponible juste à côté du bouton accueil. Et vous avez un bouton map qui est disponible pour visualiser les données qui font office de web service directement sur la carte interactive. Donc ça c'est cool pour que les gens puissent avoir une information sur la donnée, donc la fiche métadonnée, être en mesure éventuellement de télécharger la donnée et aussi être en mesure de voir la donnée sur une carte interactive. Donc ça c'est super, il y a vraiment toutes les fonctionnalités nécessaires pour un catalogue de données. Est-ce que c'est clair? Donc là on a vu comment publier une fiche métadonnée de façon assez rapide. Vous vous connectez, en fonction des droits que vous disposez, vous allez sur le bouton contribuer. Une fois que vous allez sur le bouton contribuer, vous allez choisir un modèle de fiche métadonnée. Donc est-ce que c'est une description de données attributaires, est-ce que c'est une donnée qui est en lien avec des cartes, est-ce que c'est une donnée qui est en lien avec des services ou d'autres thématiques. Et ensuite vous commencez à remplir la fiche métadonnée. Quand vous allez choisir un modèle, vous allez avoir accès à énormément de champs en édition, certains obligatoires, d'autres non, que vous devez remplir. Vous avez la vue simple et vous avez la vue complète pour éditer les fiches. La vue complète, vous disposez de tous les champs. C'est très dense, c'est très détaillé. Vous avez des informations, vous pouvez rentrer des informations sur le contact, la date de mise à jour, la fréquence de mise à jour. Vous avez des informations sur le type de données, vous avez des informations sur le producteur, voilà, vous pouvez aller très loin sur les conditions d'utilisation, vous pouvez mettre des fichiers en téléchargement de fiches métadonnées. Je crée une fiche métadonnée sur la population en 2020 en France, et puis à côté je mets un fichier Excel en téléchargement qui vous permet de télécharger les données en format Excel. Donc, vraiment beaucoup de fonctionnalités. Là on a vu comment publier une fiche métadonnée. Donc je récapitule, on importe les modèles et après on publie une fiche métadonnée. Donc on va voir une autre vidéo, ajouter une emprise géographique à votre fiche métadonnée. Parce qu'étant donné qu'on parle beaucoup de données géographiques, vous pouvez définir une emprise géographique sur vos données, quand vous rédigez une fiche métadonnée, ce qui permettrait aux utilisateurs de faire des recherches spatiales. Je veux les données qui sont disponibles sur cette commune, ce territoire, ce pays. Donc là je me connecte en tant qu'administrateur. Sachant que vous n'êtes pas obligé d'être administrateur, vous pouvez juste donner des droits d'édition aux personnes. Je contribue, je vais dans le bouton contribuer. Là j'ajoute un nouveau record, add a new record à droite. Je choisis la thématique, dataset, feature, catalogue, map, etc. Donc je peux aller dans le dataset. Vous avez dans le dataset différents types de fiches métadonnées.
Donc là, je vais dans template vector data parce que c'est une donnée vecteur pour en norme ISO 19139. Salut à tous, pour ceux qui ont joué le live. Donc j'ai les informations par défaut et puis je peux définir, vous allez voir, donc là je vais mettre le titre de ma nouvelle fiche métadonnées. Et vous allez voir que vous avez une partie qui s'appelle voilà, géographie bounding box pour les données géographiques. Et là je peux entourer l'emprise spatiale de ma donnée. Ce qui permet aux personnes, quand ils vont chercher des données sur l'Afrique, en l'occurrence, ou c'est un pays en Afrique, de tomber systématiquement sur ma donnée. C'est un peu à l'instar des mots-clés qui vous permettent de tomber sur la fiche métadonnées en fonction de certains mots-clés. Vous pouvez mettre des emprises spatiales qui permettront aux utilisateurs. Donc là, j'ai publié ma donnée. Vous voyez, à droite, j'ai l'emprise spatiale de ma donnée. Ce qui permet aux utilisateurs qui chercheront des données par zone géographique de tomber sur les données concernées. Je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, n'hésitez pas. N'hésitez pas à réagir si vous souhaitez, sinon vous pouvez liker la vidéo. Donc voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai l'emprise géographique qui s'affiche. J'ai mis ma donnée avec une emprise spatiale associée qui permettra aux utilisateurs déjà de faire des recherches par zone géographique. Et ça permettra aussi aux utilisateurs de savoir sur quelle zone les données sont disponibles. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez mettre des données aspatiales. Hein. C'est-à-dire des données qui n'ont aucune localisation, je sais pas moi, les chiffres financiers de l'entreprise, voilà, sans localisation, et puis c'est un fichier Excel. Vous n'êtes pas obligé de mettre des données spatiales dans un GeoNetwork. GeoNetwork peut aussi fonctionner sans données spatiales, mais là en l'occurrence, on a vu comment utiliser des données spatiales et définir des emprises géographiques au sein de GeoNetwork. Je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je passe à la prochaine vidéo. Non, ça va assez vite, hein, parce que mes vidéos à la base sont assez courtes. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les premières bases pour créer un portail Open Data. Tac. On continue, ajouter un aperçu à la couche. Un aperçu, ça peut être une petite photo, un petit logo, une petite image qui permet d'étayer la donnée et qui rend plus ergonomique la recherche de fiches métadonnées. Donc là, pareil, je me connecte en tant qu'administrateur. Je vais sur une fiche métadonnées existante. Je vais en édition. Et puis là, vous allez voir, vous avez un petit truc, ajouter un aperçu à droite. Et là, je vais rajouter un aperçu. Donc voilà, une petite image que j'ai sous le coude, tac tac. Je la sélectionne, je l'ajoute et je crée un aperçu. Donc pour ajouter un aperçu, il faut être dans associé de ressources en haut à droite. J'ai ajouté mon aperçu, super. Et maintenant, quand je vais sur la fiche métadonnées, vous allez voir, hop, l'aperçu est apparu ici, vous voyez, à droite. Donc ça, c'est pas mal pour ajouter. Alors là, j'ai mis une emprise géographique, mais c'est pas la peine. Vous pouvez mettre un petit logo, une petite image, un petit dessin sympa. C'est toujours mieux d'avoir des couleurs. Sachant que GeoNetwork est un catalogue très blanc, au sens de l'interface, je veux dire. C'est bien d'avoir des petites couleurs pour attirer l'œil et rendre plus agréable l'utilisation du catalogue et plus agréable la lecture de la fiche métadonnées. Et si l'aperçu peut en plus donner une idée des données disponibles à l'utilisateur, c'est encore mieux, c'est gagné. Donc voilà pour comment acheter un aperçu, ce sont des petits trucs qui permettent de rendre le catalogue plus ergonomique. Est-ce que c'est clair pour tous? Est-ce que je peux continuer? Allez, je continue, on passe à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker si vous aimez et à vous abonner à la chaîne pour suivre les futures vidéos. Pour voir les futures vidéos. Donc là, on va ajouter des données téléchargeables, extrêmement important, parce que vous pouvez mettre une fiche métadonnées sans données téléchargeables, juste une description de données, mais vous pouvez mettre aussi des données téléchargeables ou d'autres choses téléchargeables, des documents associés, des PDF, ce que vous voulez, des photos. C'est vous qui décidez quel type de document vous mettez en pièce jointe à la fiche métadonnées. Donc voilà, je vais sur ma fiche métadonnées. Donc là, je crée une nouvelle fiche. Pareil, toujours template vector data. C'est ce qui me semble le plus générique. Donc là, je mets un titre. Et voilà, et vous voyez dans Online Ressources à droite. Donc là, j'ai créé ma nouvelle fiche métadonnées. Je vais ajouter un lien vers des ressources. Alors, vous pouvez faire beaucoup de types de liens. Donc j'ajoute une ressource en téléchargement, je l'upload directement dans le GeoNetwork. Voilà, là j'ai un fichier zip avec des données SIG. Je peux ajouter une petite description.
POI shapefile, je l'ajoute à la fiche métadonnée. Et là, en l'occurrence, vous allez voir que dans la fiche métadonnée, les gens seront en mesure de télécharger la donnée, en plus de visualiser la fiche métadonnée. C'est très très intéressant là. Et vous pouvez ajouter autant de données téléchargeables que vous souhaitez. Là, j'ai mis un zip, mais vous pouvez mettre plein de shapefiles, des KML, des GeoJSON, des shapefiles, du GML, du PDF, du zip, ce que vous voulez. Vous voyez, là, dans Download, le bouton Download est apparu, et si je clique dessus, ben, les gens seront en mesure de télécharger la donnée. Donc ça fait vraiment office de catalogue de données, dans la mesure où vous pouvez rédiger une fiche métadonnée, mais mettre aussi les données en téléchargement associées à cette fiche métadonnée. Donc vous pouvez mettre les données téléchargeables sur plusieurs formats, CSV, Excel, PDF, Shapefile, MapInfo, MIFMID, GeoPackage, voilà, KML, vraiment tous les formats que vous souhaitez. Et ça permet aux utilisateurs de pouvoir, en plus d'avoir une information sur la fiche métadonnée, de pouvoir télécharger la donnée si vous souhaitez. Vous pouvez mettre aussi des web services, des liens directement vers des flux WMS ou WFS pour faire rebond à la vidéo d'hier. Donc vraiment voilà, ça c'est vraiment quelque chose de super, mettre des données en téléchargement. Les données peuvent être téléchargeables par tout le monde, merci pour le like, les données peuvent être téléchargeables par tout le monde, mais si vous souhaitez mettre des droits plus fins, les données peuvent être téléchargeables uniquement par certaines personnes en fonction des droits que vous leur attribuez. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout, c'est vraiment pas mal du tout. Je continue, si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à réagir, j'aime bien sur le chat quand ça réagit, je suis un peu triste là. Non, je rigole. Et attention, si c'est clair, vous pouvez me le dire aussi. On continue, prochaine vidéo. Comment exporter des fiches métadonnées? Parce que typiquement, les gens qui vont télécharger les données, ils n'auront pas toujours la fiche métadonnée sous les yeux pour se souvenir des éléments de la fiche métadonnée. Et ce qui est bien dans le GeoNetwork, c'est quand une personne va sur une fiche métadonnée, elle dispose aussi de l'onglet en haut à droite, exporter. Soit en zip, soit en PDF, soit en XML, soit en RDF. Donc là, on télécharge en zip. Donc on va voir ce qu'il y a. Ce qui permet à la personne qui va sur le site de télécharger les données, de voir la fiche métadonnée, mais de garder avec elle une extraction pour après, si jamais elle travaille hors ligne ou quoi chez elle, d'avoir une description de la fiche métadonnée. Donc là, on l'a téléchargé en zip. On va voir ce qu'il y a dans le zip. Vous voyez là un exemple de fiche métadonnée avec le template de base. Voilà. On va ouvrir le zip. Et voilà. Et dans le zip, on voit qu'il y a un PDF. Et voilà une extraction, la fiche métadonnée au format PDF que la personne peut télécharger directement depuis le GeoNetwork afin de garder la fiche métadonnée en PDF directement avec lui. Sachant que vous pouvez aussi customiser ce PDF en mettant vos logos, vos couleurs, votre nom d'organisation, etc., etc. C'est complètement customisable. De manière générale, GeoNetwork est totalement customisable. Et ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment agréable et c'est vraiment bien. Donc voilà, là, c'était pour le volet télécharger des fiches métadonnées. Ça, on est plus côté user qu'administrateur. Mais c'est bien de savoir que c'est possible. Et c'est bien de montrer à vos utilisateurs qu'ils peuvent télécharger les fiches métadonnées pour avoir une trace avec eux. Donc si c'est clair pour vous, je continue. Là, on passe pour changer la langue. Alors, un des gros points forts de GeoNetwork, c'est qu'il est disponible dans plein de langues différentes. Par défaut en anglais, mais vous voyez qu'en haut à droite, vous pouvez changer la langue. Alors, vous avez énormément de masques de traduction. Alors ça, les gens ne le savent pas forcément. Je fais une vidéo parce qu'ils ne savent pas forcément. Moi, j'avais mis un GeoNetwork en place au boulot. Et par défaut, c'était la langue anglaise. Et donc, vous avez en variable dans l'URL, vous avez localhost 8080, GeoNetwork, SPA, SRV, et après vous avez GR, FR, etc. Et pour l'avoir par défaut à la bonne langue, il faut changer ce paramètre-là. Vous voyez, cette petite partie d'URL ici en mettant les bonnes langues. Là, j'ai mis FRE. Et voilà, par défaut, quand je donne ce lien à quelqu'un, il aura par défaut GeoNetwork en français. Si au lieu de mettre FRE, je mets ANG, comme en anglais, par défaut, le GeoNetwork sera en anglais. Ça se paramètre aussi. Vous pouvez laisser la possibilité à vos utilisateurs de changer la langue ou de mettre une langue par défaut directement et qu'ils ne puissent pas le changer. Si vous avez pour objectif de mettre en ligne un portail de données accessible au plus grand nombre, évidemment qu'il vaut mieux laisser les fiches le catalogue sous plusieurs langues, et donc vous laissez par défaut, vous laissez la fonctionnalité de changement de langue par défaut, ce qui permettra aux utilisateurs, quel que soit le pays dans lequel ils sont, d'avoir le GeoNetwork à leur langue. Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment énormément de masques de traduction, donc voilà, vous avez beaucoup de langues disponibles.
Et vous avez une fonctionnalité très bien que j'aime bien dans les fiches métadonnées, c'est de pouvoir rédiger des fiches métadonnées multilangues. Ça, en plus de pouvoir mettre le géocatalogue dans plusieurs langues, vous pouvez mettre des fiches métadonnées sous plusieurs langues. Et ça, c'est très puissant parce que du coup, parce que si vous rédigez une fiche métadonnée en français, mais que la personne met le catalogue en anglais, évidemment que la fiche métadonnée restera en français et elle ne sera pas traduite. Mais si vous prenez le modèle de fiche métadonnée multilangue, vous pouvez rédiger une fiche métadonnée en français et en anglais, ce qui fait que la personne, quand elle switchera de langue, eh ben, elle aura la fiche métadonnée qui se traduit elle aussi avec les informations que vous avez rentrées. Donc c'est vous qui allez rédiger la fiche métadonnée en français, puis la rédiger en anglais. C'est pas une traduction automatique, je tiens à préciser. Donc je continue. Donc là on a vu comment changer la langue. Donc ça c'est important parce que moi par défaut il se mettait en anglais, ça me faisait un peu chier, et avec j'ai trouvé le paramètre pour le mettre par défaut en français. Donc là on va voir comment changer le nom du propriétaire. Vous voyez, au début, il y a, parce que vous pouvez définir quel est le nom de propriétaire, donc en l'occurrence votre entreprise, et ben voilà, vous voyez, accéder aux informations de My Organization, c'est dégueulasse. Donc on va se connecter en admin, et dans le back-office, vous avez un petit paramètre pour définir le nom de l'organisme gestionnaire du géocatalogue. Il y a certains États qui mettent État de machin, ou le ministère de tel État, etc. Donc ça permet d'identifier le catalogue et de savoir à qui s'adresser en cas de problème. Donc je vais dans le back-office. Je vais dans paramètres. Et dans paramètres, il y a énormément de variables. Je pourrais faire une vidéo que sur ça. Vous avez organisation. Et là, au lieu de mettre My Organisation, je mets le nom de l'organisme qui va gérer l'organisation, qui gère le géocatalogue. Je sauvegarde. C'est très facilement paramétrable. Vous voyez que bon, le back-office est très puissant. Je sauvegarde. Et vous voyez là, tac, accéder aux informations de Tutorial Geo. Donc ça c'est vachement bien, et vous pouvez même, on va voir dans une prochaine vidéo comment modifier le logo du géocatalogue pour qu'il y ait le logo Tutorial Geo et non plus le logo par défaut GeoNetwork. Donc ça c'est vachement bien, c'est vachement, il est très ergonomique, très intuitif et facilement customisable. Voilà. Donc customisable au travers du back-office ou customisable au travers du code parce que c'est que du HTML qu'il y a derrière. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, je continue. Donc là on va voir, on a vu comment changer le nom du catalogue, et là on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc je me connecte en admin. Attendez, si là c'est changer le nom du catalogue, changer le nom du propriétaire, et là on va voir comment changer le nom du catalogue. Donc vous voyez là je vais dans le back office, dans paramètres, et là c'est dans le nom du catalogue. Au lieu de mettre My GeoNetwork catalogue, je vais lui donner un nom qui me correspond plus, géocatalogue, voilà, je mets un nom géocatalogue démonstration, je sauvegarde, et là vous allez voir que le nom du catalogue va changer, et ce sera, vous voyez en haut à droite, géocatalogue, en haut à gauche, pardon, géocatalogue de démonstration. Alors des fois il faut vider le cache pour que les paramètres soient pris en compte. Et en haut à gauche vous avez géocatalogue de démonstration. Attention, ce n'est pas traduit, parce que là c'est un paramètre particulier, donc géocatalogue démonstration, et voilà, en haut à gauche vous avez le petit nom géocatalogue de démonstration. Donc vous avez mis à jour, on a mis à jour tout à l'heure le nom du propriétaire du catalogue, et là on a mis à jour le nom du catalogue. Il y en a qui s'amusent à faire des petits jeux de mots, merci pour les likes, des petits jeux de mots sur le nom du catalogue. Allez-y, vaut mieux customiser, que le catalogue ait une identité forte et propre à votre entité, ça ne fera qu'améliorer l'adhésion à votre marque, j'ai envie de dire. Si c'est clair pour tout le monde, je continue. Allez, je continue. Oui, j'ai l'impression qu'il y a plus de monde dans le live à 22h qu'à 20h. Après 22h, il faut voir la foi. Maintenant, on va voir comment changer le logo du catalogue, le logo du propriétaire du catalogue. Merci à tous ceux qui sont là, et merci à tous ceux qui passent et qui repartent, c'est cool. Voilà, merci à tous ceux qui sont là, qui passent voir un peu, qui jettent un petit œil et qui repartent, c'est super sympa quand même. Donc je me connecte en tant qu'administrateur, et toujours dans l'interface d'administration dans paramètres, vous allez voir. Voilà, vous avez dans le logo, et là par défaut vous avez plein de logos disponibles, mais vous avez le logo essentiel tout en haut, voilà, qui est le logo du catalogue. On va ajouter un nouveau logo. Donc on est dans les logos, et puis dans les paramètres, on est dans les logos. On va chercher mon logo, donc mon petit logo Tutorial Geo. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos tutoriels en français sur Tutorial Geo. Voilà. Donc ça c'est le logo que je souhaite avoir
pour le jeu catalogue, je l'importe. Vous allez voir voilà, qu'il a été affiché ici. Et dans le paramètre, je définis comme, vous allez voir, anglais par défaut, voilà. Et là, on voit le logo actuel, il s'est mis à jour. Donc, il ne me convenait pas parce qu'il était un peu trop large. Voilà, j'ai mis un autre. Je définis comme logo par défaut. Et là, vous voyez, le logo par défaut du jeu catalogue. C'est mon petit logo que je viens d'importer. Et en haut à gauche, vous voyez que désormais, le logo du catalogue, c'est mon logo. C'est plus le logo par défaut. Donc ça, je trouve ça cool, hein. Vraiment, je trouve ça cool. C'est facilement modifiable. Et puis, ça donne, voilà, c'est mon catalogue de données, quoi. C'est pas le catalogue de données du voisin. Donc ça, j'aime bien. Voilà, par ailleurs, je compte mettre un géocatalogue en ligne pour me partager les données que je vais créer dans le temps. Parce qu'il y a DataGouv, mais j'aimerais bien avoir mon propre géocatalogue. Et voilà. Et là, vous avez votre propre géocatalogue, votre propre portail de données. Donc voilà, comment rajouter un petit logo pour personnaliser l'interface et renforcer l'identité de votre catalogue. Vous avez des petites questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est pas clair? Là, on est dans la phase customisation. N'hésitez pas à poser des questions si c'est clair, si c'est pas clair. Si c'est pas clair, dites-le moi. Insultez. Non, n'insultez pas, n'insultez pas. Mais en tout cas, voilà. Je continue, il reste plus que 2 vidéos, on a fini. Ah, mine de rien, quand même, on va faire peut-être l'heure de vidéo. Je continue, tac, et là, on est dans créer le module, activer le module d'inscription en ligne. Parce que depuis le début, vous voyez par défaut que les gens ne peuvent pas s'inscrire, ils peuvent s'identifier, mais ils ne peuvent pas s'inscrire directement via le géocatalogue. Donc là, je me connecte en tant qu'administrateur. Vous voyez, il n'y a que, vous avez oublié votre mot de passe. Je me connecte en tant qu'administrateur. Vous souhaitez que les gens puissent s'inscrire au catalogue pour bénéficier de fonctionnalités avancées ou pour filtrer les fonctionnalités ou affiner les fonctionnalités. Je vais dans Admin Console, Paramètres, et dans Paramètres, vous allez voir, ça c'est fluide, le live, ça c'est fluide, parce que j'ai l'impression qu'OBS, lui, ça lui plaît pas. Je vais voir s'il live. Vous mettez Enable Self Registration. Vous l'activez, parce que par défaut, il n'est pas activé. Je l'active. Et là, voilà, donc je l'ai activé, maintenant je me déconnecte. Et là, je me déconnecte. Et vous allez voir que maintenant, dans le volet Sign, authentification, voilà, là, vous avez maintenant, dans le volet authentification, vous avez créé un compte. Donc, et là, la personne peut s'authentifier directement. Voilà, je crée mon login. Ah ouais, je vois que le son est pourrave par contre. Pardon pour le son pourrave. Je crée un compte. J'ai mis les informations. Profil souhaité, vous pouvez faire une demande de profil. Voilà, et un email a été envoyé, vous voyez, à l'adresse mail pour que la personne puisse se connecter. Donc pour activer ce module, cela implique que vous ayez un serveur SMTP qui puisse envoyer le mail. Ça c'est très important. Parce que sinon, l'authentification ne pourra pas aller au bout. Voilà. Donc ça c'est voilà, activer le module de self-registration, d'authentification directement au travers de l'outil. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si c'est clair, si c'est pas clair. Si c'est clair, je continue. Et pour la dernière vidéo, donc on aura fait quand même 50 minutes de vidéo sur Joy Network, c'est quand même bien. Et donc la dernière vidéo, c'est mettre en place la validation du téléchargement. Quand vous allez mettre en place des données en téléchargement, souvent vous voyez accepter les conditions d'utilisation. Donc ça c'est important. Donc on va rajouter le module validation au téléchargement pour que les personnes acceptent les conditions d'utilisation au téléchargement. Donc là vous voyez une fiche métadonnée avec une ressource téléchargeable. Donc vous voyez, je la télécharge normalement, pas de demande de validation. Je vais dans la fiche métadonnée, alors je me connecte pour pouvoir modifier la fiche métadonnée. Merci à tous ceux qui sont passés et qui étaient là et merci pour les likes. Je vais dans Setting. Là, je suis dans la console d'administration. Je vais dans la console d'administration. Et dans la console d'administration, je vais dans... Vous allez voir un petit paramètre. Voilà. User Metadata Linkage. Donc, tac, tac, tac.
Là, je le mets en français pour que ce soit plus clair pour tout le monde. On est sur une vidéo francophone. Mais vous pouvez voir aussi la vidéo sous-titrée en anglais. Ça, c'est vachement bien. Il faut que je communique dessus d'ailleurs. Et donc là, vous avez utiliser le service, voilà, d'accord. Utiliser le service, analyser les contraintes d'accès. Vous mettez true. Là, vous mettez vrai, donc vous mettez true. Donc, c'est une chose à faire. Et ensuite, vous allez sur une fiche métadonnées. Et là, vous mettez la vue complète, et pas la vue minimale, la vue complète. Oui, je m'achète un micro, les gars. Et sur la vue complète, vous avez un module qui s'appelle contrainte. Là, vous rajoutez une contrainte. Donc voilà, vous rajoutez une contrainte libre sous réserve 2, etc., etc. Voilà, j'ai rajouté une petite contrainte, peu importe. Je sauvegarde. Je retourne sur ma fiche, sur la fiche. Et quand je vais essayer de quand je vais télécharger la ressource, vous voyez, voilà, il demande de valider le téléchargement, etc., etc. Donc là, vous avez une petite contrainte d'accès. La personne va être en mesure de télécharger. Une fois qu'il a accepté, qu'il aura accepté, et ben, il pourra télécharger les sous. Donc voilà. Donc je ne sais pas si c'était clair pour vous, mais c'était la petite dernière fonctionnalité que je vous ai montrée qui me semblait intéressante de voir. J'espère que ces vidéos de prise en main de GeoNetwork vous aura plu. Donc je vais modifier le titre parce que j'ai un titre plus aguicheur pour la vidéo. J'espère que ces vidéos commentaires vous auront plu. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc là voilà, l'objectif c'est qu'à la fin de la semaine, j'ai recommandé une centaine de vidéos qu'il y a sur la chaîne. Voilà, pour que voilà, déjà que parce qu'il y a beaucoup de vidéos intéressantes mais pas commentées, elles étaient pas très on va dire qu'elles étaient pas très elles perdaient en pertinence. Et que là, donc je vais les recommander une par une. Maintenant qu'il y en a beaucoup, je peux faire des vidéos complètes sur les outils. Et puis voilà, donc là on a vu les fonctionnalités de base, donc ça c'est bien. On peut aller bien plus loin, comme GeoServer, on peut aller bien plus loin. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours